Miss Caroline, c'est un plaisir pour que nous puissions ensemble avec vous jeudi. Et nous avons un expert, nous, Dr. Lucien, est-ce que vous êtes là avec nous? Dr. Oui, Lucien? bonjour, je suis là avec vous. Je suis là. OK. Vous présentez ensemble avec la communauté. Merci. En fait, je suis le Dr. Mentor Lucien. Je suis interniste avec spécialisation en microbiologie, immunologie et je travaille avec l'OPS-OMS dans le cadre de la résistance antimicrobienne. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans le cadre de cette session. Merci, Dr. Lucien. Plaisir partagé. Au niveau du hub, je dis à nous, rester là, car nous, LNSP, et moi, je ensemble avec moi. Et Fleury Jimmy, assistance chef de service informatique LNSP. C'est un plaisir pour moi assister avec session ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Jimmy. Comme nous connaissons, M. Amel qui est toujours là ensemble avec nous, là, malheureusement, je dis à lui pas là, mais quand même, il est connecté ensemble avec nous. M. Amel, s'il vous plaît. Et bonsoir, Katia. Merci, Katia. De Fort Liberté étant, j'ai le plaisir de participer avec vous à la session d'aujourd'hui. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis à Fort Liberté, nouveau site du projet. Donc, au niveau de l'hôpital de Fort Liberté, j'ai avec moi mon confrère Renaud et pas mal de personnel de l'hôpital dont ils ont l'opportunité de se présenter au moment opportun. Donc, c'est encore plaisir d'être avec vous dans cette session et je vous souhaite encore la plus cordiale bienvenue et bonne participation à la session. Merci, M. Amel, mais nous avons profité comme nous ensemble avec vous là, au moins 2 ou 3 capables de présenter, peut-être. OK, donc on va permettre aux prestataires de l'hôpital de Fort Liberté de se présenter parce qu'il y a une coupure au niveau du hub, mais on va continuer avec la présentation. Donc, je vais permettre à Renaud de se présenter, puis ensuite les prestataires de l'hôpital de Fort Liberté. Bonsoir tout le monde. Je suis Dr. Renaud. Comme vous le savez déjà, je suis toujours avec vous à 7 heures. Donc, aujourd'hui, nous sommes partis pour une belle session. Déjà, je vous souhaite. Bonne participation à vous tous. Bon retour, Katia. Katia, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Merci. Donc, on continue. Oui, oui, on vous entend bien. On continue avec la présentation. Je vais permettre aux prestataires de l'hôpital de Fort Liberté de pouvoir se présenter. Oui, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Jean-Jacques, médecin coordonnateur et programme VIH à l'hôpital de Fort Liberté. Merci. Bienvenue. Bonsoir tout le monde, je suis Pierre Diana, médecin généraliste. Je suis médecin en soins au programme de VIH à Fort Liberté. Merci, Katia. Donc, les autres prestataires. Katia, je pense que vous pouvez avancer. OK, merci beaucoup. Merci et bienvenue au staff de Fort Liberté. Et chaque jeudi, nous attendons pour que nous soyons capables présents dans la session de la communauté ECO parce que nous connaissons ECO, c'est une grande famille que liée. Et nous avons demandé avec DSCA, vous capable de présenter, s'il vous plaît, une petite salutation. DSCA. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Pierre Dieusseul. Je travaille au centre Santé Sainte-Claire d'Assise, Marchand des Salines, département de la Tibonite. Je suis très content d'être là. Merci et bienvenue. HAS. HAS. Madge Dorcelus. Madge Dorcelus. Il paraît-il que HAS est en train de se préparer pour se présenter. Oui, oui, HAS. C'est Eda Sam, technologiste médicale, hôpital Albert Schweitzer. Merci, Eda. Bienvenue.
Bonsoir. Je suis Joseph, technologiste au Guitare de Joseph. D'accord, merci. Bienvenue à la session. Technologiste médicale au Guitare de Joseph. Merci Ok, d'accord. et bienvenue. Gary Movelus, infirmière praticienne au Guitare de Joseph. Merci beaucoup. OK. N'a avancé. À titre de rappel, m'a dit nous que nous connaissons Session Éco, c'est un programme d'apprentissage que lié qui est basé sur des cas cliniques et c'est des cas qui vrais que nous avons toujours gagné des courtes présentations didactiques dans chaque session, côté que nous avons présenté nos cas cliniques et nous avons gagné une autre présentation magistrale, côté que nous avons gagné pour nous échanger idées. Et majeure partie du temps, il a préservé à discussion pour que nous tous nous capables de comprendre ce qui a fait là. Et nous avons encouragé tout prestataire, si vous avez des cas qui sont tout à fait spécifiques, pour que vous soyez capable de présenter à un responsable éco, faire part avec M. Hamel, pour que vous soyez capable de partager ensemble avec la communauté. Et nous avons rappelé nous tous qu'on signe que session en lui-même, c'est une session qui est enregistrée que liée. Nous avons demandé pour que nous soyons capables toujours activer la caméra nous pour plus de visibilité parce que il y a des photos qui sont faites et des informations dans le cas clinique, il y a des informations qui sont personnelles qui ne sont pas supposées divulguer pendant la séance. Et là que nous pas parler, nous avons demandé nous pour que nous soyons capables de désactiver le micro. Si nous pas prendre la parole, quitter le micro fermé, mais là que si nous avons une question que nous avons posée, nous va ouvrir le micro dans le ça. Et si nous avons des questions, bien des commentaires, nous sommes capables toujours partager dans le chat là. Et puis nous-mêmes, nous apprenons en considération. Alors, on a demandé à Jimmy qui est là avec nous pour que soit capable d'afficher l'agenda pour nous, s'il vous plaît. Nous avons gagné pour jeudi là. Nous avons gagné une présentation canon avec HUJ qui a représenté par Miss Caroline Pierre. Après, nous avons gagné des échanges sous cas, côté que nous avons gagné des questions qui pourraient le poser. Et puis, nous avons gagné une présentation didactique nous, avec l'expert du jour, qui est Dr. Alibert Lucien. Et ensuite, nous avons gagné encore des échanges sur la présentation et enfin la clôture de la session. Merci, Jimmy. Malheureusement, je dis, nous Donc, Madame Katia, est-ce que vous me permettez? Oui, monsieur Madame Hamel. Katia, est-ce que vous me permettez? D'accord. Donc, il faut bien se rappeler le thème de la session et les objectifs de la session, afin que les prestataires puissent commencer par se familiariser d'abord avec le thème de la session. Donc, le thème de la session, c'est la résistance antimicrobienne. Et les objectifs qui seront abordés au cours de cette session, c'est renforcer les capacités des actions publiques au niveau des secteurs humains, animal, environnemental. Deuxièmement, on va essayer de débattre, essayer de comprendre et adresser les défis qui menacent la santé publique, optimiser l'efficacité des systèmes de santé publique, créer des mécanismes de coordination et de collaboration entre les différentes parties prenantes. Donc, ce sont les objectifs qui seront abordés au cours de cette session. Donc, merci Katia, vous pouvez continuer avec la session. Merci, M. Hamel, merci beaucoup. Ms. Caroline, est-ce que vous êtes prête? Ms. Caroline, HUJ? Madame Caroline de HUJ, est-ce que vous êtes déjà prêt pour la présentation du cas d'aujourd'hui? On profite de ce moment pour saluer les prestataires des Alliances Santé Boy qui participent à la session avec nous. Madame Caroline? On dirait que Madame Caroline a un petit problème.
Donc, si Mme Kellen a un petit problème, donc on ne doit pas trop tarder. On va passer directement on va passer directement avec la présentation didactique avec Dr. Mentor. Elle n'a pas de problème, le micro est ouvert. OK, elle est là. Merci, Mme Kerline. C'est à vous pour la présentation du cas. D'accord, merci. Alors, Conan, vous me permettez de partager l'écran? Bien sûr, vous pouvez partager. Et c'est bon? Non. C'est ma chère. Vous avez accès pour partager l'écran? Essayez encore. Oui, on essaie. Et dans le cas contraire, Conan, est-ce que vous ne pouvez pas partager la présentation pour Mme Kerlin, s'il vous plaît? Conan? Je pense qu'elle a commencé le partage. D'accord, merci. Ça va maintenant? Presque, pas encore. Ça va maintenant? Voilà. OK, fermez la fenêtre Zoom qui apparaît sur votre écran. Est-ce que vous me recevez? Ça va maintenant. Ça va? Oui, ça va. D'accord, je crois que c'est un problème avec l'Internet. Donc, de toute façon, on va essayer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Kerlin. Oui. Amen. Oui, tu peux commencer. Alors, je suis Kerlin Pierre. Je travaille à l'hôpital universitaire Justinien du Cap-Haïtien, notamment au niveau de la section de bactériologie. Et je suis là pour vous présenter un cas qu'on avait rencontré le mois de novembre. D'accord, c'est un cas de gestion de non-conformité qui se porte sur la phase analytique en relation avec le suivi des actions correctives et préventives, amélioration continue et l'assurance de la qualité. Voilà, donc ce qu'on avait reçu comme échantillon, c'est des échantillons d'urine, de sécrétion vaginale. On avait réalisé un ECBU et c'est moi qui avais réalisé le prélèvement et le patient, disons la patiente, provenait de la clinique d'obstétrique gynécologique. C'était au mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on avait rencontré une dame de 26 ans qui s'est présentée avec une demande d'analyse avec les examens suivants, sécrétion vaginale, urine, hémogramme complet. On a tout de même réalisé les examens et les résultats sont les suivants. Urine, on a trouvé trichomonas 10 à 12 par champ. On a trouvé cellules de pus de plus, leucocytes 40 à 50 par champ, globules rouges 6 à 8 par champ, bactéries 4+, cellules épithéliales 2+. Pour les sécrétions vaginales, on a eu comme résultat trichomonas vaginalis 15 à 20 par champ, leucocytes 35 à 40 par champ, cellules de pus 1+, globules rouges 7 à 10 par champ, bactéries 3+, cellules épithéliales 2+, levure simple et bourgeonnante 1+. On a également réalisé le frottis et sur le frottis, on avait trouvé coccigramme négatif, diplocoque négatif extracellulaire. Donc, un mois après la prescription du médecin et le suivi du traitement par la patiente, les mêmes examens ont été réalisés et les résultats étaient quasiment identiques. Face à cette situation,
le médecin se pose des questions et met en doute la fiabilité de nos résultats. Après des échanges, le médecin nous a révélé que la patiente lui a confié qu'elle souffrait de cette infection depuis tantôt 4 ans et qu'elle a bénéficié de plusieurs traitements à l'antibiotique. Alors, les actions que nous avons entreprises, c'est que la première chose, lorsque le médecin nous a fait comprendre qu'il a mis en doute nos résultats, alors on a repris les examens tout en nous rassurant du respect des procédures de réalisation des tests. Les résultats révélaient encore les mêmes choses. Alors, par la suite, le médecin est venu encore nous retrouver. On lui a conseillé, si le doute persiste, s'il persiste encore, parce qu'il y aura son doute, de référer la patiente à un autre laboratoire de la zone, ce qui a été fait, et les résultats étaient quasiment les mêmes. Il est venu encore nous retrouver. On lui a conseillé alors de faire une demande de culture pour la patiente afin de voir s'il n'y a pas une résistance antimicrobienne. Les difficultés qu'on avait rencontrées sur ce cas, c'est la mise en doute de la fiabilité des tests par le médecin, bien sûr, la souffrance de la patiente depuis plus de 4 ans avec cette infection et les résultats qui étaient identiques après la reprise des tests. Maintenant, la raison, ou du moins les raisons de la soumission de ce cas sur cette plateforme, eh bien, c'est juste pour savoir est-ce que les démarches qui ont été entreprises par nous étaient correctes, ou du moins, face à cette situation, quelles seraient vos réactions si c'était vous? Merci. Merci beaucoup, Caroline. Merci. C'est un très bel cas. Et maintenant, nous sommes là pour que nous soyons capables de poser des questions. Parce que nous tous nous tendons. Mais juste avant, je vais faire un bref résumé de présentation cas. Ou bien un patient qui vient faire un examen urine et puis sécrétion vaginale. Maintenant, tous les deux, ils ont révélé qu'il y a une présence trichomonas là-dedans, accompagnée de d'autres éléments qui sont présents dans l'urine ni dans la sécrétion vaginale. Et là que nous faisons l'ampoule, faut-il, nous jouons que il y a des cocci-grammes négatifs, des diplocoques grammes négatifs extracellulaires. Oui. Et après un mois, nous reprenons le même examen ça pour patient là et nous arrivons à joindre même résultat. Et nous gagnons médecin qui t'a suivre patient là, lui douter de fiabilité résultat que nous baillons. Et après un échange que nous avons gagné ensemble avec médecin, patient là te gagné avec médecin, lui révélé que ça fait 4 ans que lui a souffert de infection ça et que lui prend plusieurs traitements à partir de antibiotiques. Et médecin pour que nous soyons capables de rassurer lui, nous te demandé pour que lui capable de faire une culture pour nous est-ce que pas gagner une résistance antimicrobienne. Maintenant il y a des difficultés que nous te rencontrées côté que médecin lui-même lui te mettait en doute fiabilité test que nous te fait. Et puis, il y a un patient qui a souffert depuis plus de 4 ans. Et résultat que nous avons tout test qui fait, résultat identique. Et raison qui fait que nous venons avec cas aujourd'hui, c'est pour que la communauté soit capable de dire nous, est-ce que démarche nous avons fait, est-ce qu'elle était correcte? Et si c'était eux même qui étaient en place, Madame Caroline, qui réaction que vous avez gagné face à la situation ça? Est-ce que résumé maintenant bon, Madame Caroline? Bien sûr. Ok, merci. Maintenant, la communauté attendez, parce que c'est le moment pour que nous soyons capables de poser des questions à Madame Caroline. Tout le monde qui pose des questions, ouvrez la caméra, ouvrez le micro pour que nous soyons capables de poser des questions à Madame Caroline concernant le cas que lui soit présenté. Et si il y a des gens qui n'ont pas de micro, ils sont capables toujours d'écrire questions sur le chat là. Des questions de clarification? Bonsoir. Bonsoir. HSB. Donc, oui, bonsoir. Je suis Bernadette Wagler, donc technicien de laboratoire. Ma question est la suivante.
est-ce qu'au niveau de l'hôpital, est-ce qu'on a demandé aux patients combien de partenaires sexuels qu'elle avait? Merci. Allô? Oui, on a entendu Madame Kerline. Oui. Et bon, sur cette question, je n'ai pas eu cette information. Donc, on ne savait pas, parce que le médecin ne nous a pas parlé de ça et on n'y avait pas pensé. OK. Normalement, avec un patient qui vient à l'hôpital avec des trichomonas, oui, avec un examen avec une infection vaginale répétée, donc même après 4 mois, ça n'a pas changé, même malgré on a fait l'antibiothérapie pour elle, mais il faut demander combien de partenaires sexuels, parce que normalement, la trichomonas, c'est seulement transmissible. Ça veut dire que c'est passé à l'habitude de faire, d'entrer dans une relation sexuelle sans se protéger. Donc, normalement, je pense que c'était beaucoup mieux de demander aux patients non seulement de le demander. Paraît-il qu'il y a un problème d'Internet au niveau du HSB, mais tu as entendu la question, Madame Kerline, tu peux commencer par répondre. Oui, Madame Kerline a déjà répondu à la question maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Katia, il y a des questions dans le groupe chat. Oui, et dans l'antibiogramme, qu'avait-on trouvé? Ah non. Allô? Oui. Il y a une question sur le chat, Madame Kerline. Dans l'antibiogramme, qu'avez-vous trouvé? Ah non, on a conseillé au médecin de faire une demande de culture pour la patiente, puisque nous ne réalisons pas encore ces genres de culture, on ne le fait pas encore au niveau de Justinien. Merci. Autre question? Oui, bonsoir. L'hôpital de Fort-Liberté. Même je voulais savoir les différents antécédents de la patiente et les trouvailles du revue fonctionnel des appareils. Pardon? Vous pouvez reprendre? Les différents antécédents de la patiente et qu'est-ce qu'on avait trouvé quelles sont les trouvailles qu'on a pu trouver et pour les revues fonctionnelles des appareils. Pour le fonctionnement des appareils? Revue fonctionnelle des appareils, RFA. Amen, vous pouvez reprendre pour nous, s'il vous plaît. Oui, je disais, je voudrais savoir les différents antécédents de la patiente et quelles sont les trouvailles qu'on avait retrouvées pour les revues fonctionnelles des appareils. Bon, là, vraiment, je ne comprends pas vraiment la question. Parce que n'oubliez pas que je suis technologiste médicale, donc je travaille au laboratoire. Normalement, c'est en fonction des échanges qu'on a eus avec le médecin. OK? Donc, on a eu cette information pour savoir que la patiente souffrait de cette infection depuis tantôt 4 ans. Mais en fait, l'histoire de la patiente, donc autre chose, on ne sait vraiment pas. Mais lorsque vous parlez des appareils, tu as parlé des trouvailles et appareils, là, vraiment, je ne comprends pas. On a utilisé un microscope pour réaliser l'examen cytobactériologique, c'est ce qu'on a fait. C'est pas ça exactement. Alors, la question, c'est le médecin qui serait mieux placé pour la répondre. Parce que lorsqu'on examine la patiente, alors on fait le revue fonctionnel des appareils. Au niveau de l'appareil génital, on aurait savoir que le médecin avait objectivé réellement.
OK. C'est le médecin qui doit répondre. OK, ça ne passe pas trop bien de toute façon. Je ne sais pas si c'est un problème d'Internet, ça ne passe pas trop bien. Avancez beaucoup plus près du micro. Non, alors j'ai dit, bonsoir, c'est toujours HFL. J'ai dit que c'est le médecin qui pourra répondre à la question parce qu'on voudrait savoir exactement lors du refus fonctionnel des appareils RFA, appareil qu'est-ce qu'il avait objectivé réellement au niveau de l'appareil génital. C'est ce que je voulais demander, donc c'est le médecin qui pourra répondre. Voilà. OK, merci. Autre question? S'il n'y a plus d'autres questions, on prend la dernière question au niveau de l'expert d'aujourd'hui. Docteur Lucien, vous avez une question pour HUJ? Oui, si on peut dire certaines questions. Bon, il y a certains points peut-être qu'on aurait. D'abord, je commence par remercier Madame Pierre de HUJ du cas qu'elle nous a présenté. C'est un très beau cas, d'une part. D'autre part, également, c'est un cas relativement fréquent. Ce genre de situation des personnes qui viennent avec des infections récurrentes comme cela. Et également, c'est un cas également qui peut générer énormément de souffrance, comme elle l'a signalé, tant auprès de la patiente, également auprès du praticien, du médecin qui est un petit peu frustré. Ce n'est pas forcément intéressant de revoir le patient à chaque instant qui vient se plaindre des mêmes problèmes. En fait, il y a peut-être certains points sur lesquels j'aurais voulu attirer l'attention. Je relance une remarque qui avait été faite tout à l'heure par quelqu'un, à savoir le nombre de partenaires sexuels, c'est un point. Mais également, des fois, il serait intéressant aussi de savoir si lorsque le traitement qui avait été institué, est-ce que le partenaire sexuel avait également pu bénéficier du traitement. Car si le partenaire sexuel ou les partenaires sexuels n'avaient pas pu bénéficier du traitement, eh bien, à ce moment, on se retrouve dans une logique de balle de ping-pong où la femme est traitée, mais puisque le partenaire sexuel n'est pas traité et elle va avoir des rapports sexuels avec ce partenaire non traité, eh bien, en fait, elle se réinfecte encore. Donc, ça, c'est un tableau classique. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, d'habitude, on recommande, en fait, de traiter non seulement la patiente, mais également le partenaire. Donc, vraiment, les partenaires, il est très important que les partenaires soient traités et que, en fait, la femme s'abstienne de rapports sexuels tant que le traitement du partenaire n'est pas achevé. Ça, c'est un point. D'autre part, également, en fait, maintenant, lorsqu'on regarde, en fait, les examens de laboratoire qu'elle nous a présentés, on peut se rendre compte que la patiente présente une infection urinaire. C'est un fait, d'une part, et d'autre part, il y a une infection génitale avec des trichomonas qui ont été identifiées, des levures qui ont été identifiées. Maintenant, lorsqu'on a ce genre de situation, outre le fait que vous avez dit cette histoire de réinfection du partenaire sexuel, mais il y a certains points peut-être qui auraient été intéressants à voir, parce que là, ce qui m'a un petit peu attiré mon attention aussi dans sa présentation et de l'examen vaginal, et en particulier au niveau des bactéries, elle nous a expliqué qu'elle avait retrouvé des cocci, mais on n'a pas eu de bacilles, là, ce que j'ai vu. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'au niveau de la flore vaginale, en fait, sur un sujet normal, vous avez énormément du lactobacillus, qui sont des bacilles gram-négatifs. Là, dans ce que nous présente, on nous présente sur des cocci, pas de bacilles. Donc, ce qui laisserait supposer qu'il y a eu un débalancement de la flore chez cette patiente. Et ce débalancement de la flore peut permettre peut-être l'occasion justement de la prolifération d'un certain nombre de bactéries, d'un certain nombre d'agents pathogènes, en particulier des candidats. D'ailleurs, la patiente qu'on nous a présentée a des candidats, d'une part, mais d'autre part également, peut ouvrir la voie à une éventuelle vaginose bactérienne. Parce que là, à une éventuelle vaginose bactérienne. Donc là, en fait, ce serait intéressant aussi de connaître les pratiques de la patiente. Est-ce que, par exemple, c'est une patiente qui prend des douches vaginales? Parce que si la patiente prend des douches vaginales, eh bien, cela va entraîner un débalancement de la flore. Et à cause de ce débalancement de la flore, cela va favoriser l'apparition ou l'émergence de nouvelles infections. D'une part. D'autre part, ce que... S'il vous plaît.
Docteur Menton, là, on est aux questions de clarification. Clarification. Là, aux recommandations. Ah, d'accord. Donc, les questions de clarification, comme si... Allô? Donc, comme question de clarification, comme j'ai expliqué, les pratiques de la patiente, ce sont des questions importantes à retenir. Est-ce qu'elle prend des douches vaginales, etc., d'une part. D'autre part, est-ce qu'il y a eu traitement du partenaire sexuel? Ça, c'est une autre question importante. Et troisièmement, j'ai vu, au niveau de votre examen, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez fait du test au KOH? Parce que je n'ai pas l'impression qu'on a mentionné ça, le test au KOH pour l'examen vaginal. Merci, docteur Lucien. Caroline? Il y a Jonel Joseph qui voudrait poser une question également. Oui, avant que nous prenions Jonel, je pense que Caroline a une réponse pour le bail. OK. Mais oui, donc, docteur Lucien, alors merci pour les informations complémentaires que vous nous avez données sur le cas, c'est assez intéressant. Mais pour le KOH, normalement, pour réaliser le KOH, donc, on a en fait compte des cellules qui doivent nous donner un aspect. Donc, les cellules épithéliales principalement devraient nous donner cet aspect pour que ça nous suscite à réaliser ce test. Mais on n'avait pas eu cet aspect-là au niveau des cellules. Au contraire, ce qu'on recherchait, et on a pris le temps de le faire, c'était plutôt d'aller voir est-ce qu'il n'y a pas à faire avec des diplocoques gram-négatifs intracellulaires, puisqu'on avait trouvé beaucoup de globules blancs, et là, que l'infection était persistante, donc c'était une infection récurrente. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des recherches pour voir est-ce qu'il n'y avait pas des diplocoques gram-négatifs intracellulaires qui pourraient au moins nous guider vers un germe, mais qu'on n'aurait pas pu isoler sans une séance de culture normale. D'accord, merci Madame Caroline. Et on prend une dernière question avec Monsieur Jonel, qui a levé la main. Jonel Joseph. Jonel Joseph, votre micro est fermé. OK, merci. Eh bien, on va passer. Madame Katia, il y a une dernière question dans le groupe chat. C'est très intéressant. Merci de prendre compte. Bonsoir. Est-ce qu'on a pensé au cas du col avec cette infection récurrente? Donc, dans ce cas, nous demandons à Dr. Menton de pouvoir nous aider à répondre à cette question parce que là, c'est beaucoup plus clinique. Oui, effectivement, c'est une possibilité, quoique l'âge de la patiente, 28 ans, ce n'est pas précisément l'âge auquel on s'attend à trouver un cancer du col, d'une part, et d'autre part, probablement, lors de l'examen clinique du praticien, probablement, il devrait constater un certain nombre de remaniements au niveau du col, etc. Donc, c'est une possibilité, on ne peut pas l'écarter, à coup sûr, mais probablement, ce ne serait pas là la première possibilité qu'il faudrait envisager et en présence de cette patiente. OK, merci. Maintenant, on va passer aux différentes recommandations. Les recommandations pour Caroline. Merci. En fait, les recommandations, en fait, d'une part, je reviens au test du KOH. Oui, comme elle a dit, des fois, lorsqu'on a un aspect des cellules, cela peut aider. Mais des fois également, le test du KOH est intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet des fois de mettre, en particulier si vous avez un dégagement d'odeur de poisson pourri, cela vous permet en fait sur la piste d'une éventuelle vaginose bactérienne, d'une part. Et d'autre part, comme je vous ai dit, en regardant le photique tel qu'elle nous a présenté, en fait, là, vous n'avez pas précisément de bacilles. Donc, cela pourrait faire penser de préférence à un problème de débalancement de la flore qui aurait pu ouvrir la voie vers une éventuelle vaginose bactérienne et permettre également la réinfection des infections à d'autres agents pathogènes. Donc là, la recommandation, c'est vraiment d'essayer de voir s'il y a eu traitement du partenaire ou des partenaires sexuels.
Ça, c'est très important, d'une part. Et d'autre part, que pendant que le traitement du ou des partenaires sexuels se réalise, voir également à ce que ce traitement-là, qu'il n'y ait pas que la femme n'entre pas en relation sexuelle avec le ou les partenaires tant que l'autre partenaire n'a pas été traité, d'une part. D'autre part également, notre recommandation, peut-être pas précisément pour Caroline directement, mais pour les praticiens, les médecins, en fait, des fois, pour le traitement en particulier du trichomonas, on peut avoir recours au métronidazole et soit on fait le traitement minute avec 2 grammes, ou encore on fait le traitement sur une période relativement de 7 à 10, de 7 jours environ, avec 500 mg 2 fois par jour. Les deux sont valables. Mais cependant, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que lorsque vous faites le traitement minute, eh bien, vous avez beaucoup plus de risques de rechute. Ça ne marche pas que le traitement sur une période de 7 jours environ. Donc, si c'est le traitement minute qu'elle avait pu bénéficier, le traitement minute a son avantage, c'est que, en fait, le problème de la compliance est résolu. Mais si c'est le traitement en minute qu'elle avait pu bénéficier, peut-être il serait intéressant de changer le traitement minute vers un traitement de 5 à 7 jours, d'une part, et d'autre part, si au départ, elle avait déjà bénéficié d'un traitement de 5 à 7 jours avec l'apparition de métronidazole 500 mg 2 fois par jour, maintenant, on peut essayer d'aller à des doses beaucoup plus importantes de métronidazole sur des durées plus longues pour voir ce que cela va donner pour la résistance au trichomonas, puisqu'en fait, on peut avoir des résistances du trichomonas au métronidazole, mais ce sont des cas relativement rares, des fois de l'ordre de 2,5 à 3% qui sont rapportés dans la littérature, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter totalement. Maintenant, quelqu'un avait parlé tout à l'heure de culture et d'antibiogramme. Oui, la culture et l'antibiogramme serait intéressant dans le cas d'une infection urinaire, mais d'autre part, dans le cas de l'infection vaginale, ce n'est pas sûr que la culture et l'antibiogramme soient forcément intéressants parce qu'en fait, pour le trichomonas arriver à faire pousser cela, ce n'est pas si évident que cela. Donc, ce n'est pas si sûr. Dans le cas de la vaginose bactérienne, vous avez plusieurs bactéries. Donc, est-ce que la bactérie est en cause ou pas? C'est un petit peu difficile à interpréter ces résultats, etc. Donc, c'est un petit peu vers cela que j'irai. Et également, en fait, j'ai une autre recommandation également, toujours, en fait, en rapport avec le frottis. Si vous permettez, je vais rapidement partager mon écran. Et sur la base de l'écran qui a été partagé, on pourra avancer avec la recommandation que j'avais. D'accord? Docteur Mentor, oui, on va revenir. Et merci déjà pour les recommandations, okay. Mais on va essayer de prendre des recommandations également de la part des autres prestataires. Ah, d'accord. Et vous pouvez compléter au cours de la présentation didactique. D'accord. Merci, docteur. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations? Regardez dans le groupe chat, Katia, et pour voir s'il n'y a pas de recommandations. Moi, félicite Caroline pour démarche Lio. Ça a été bien. Moi, pensé c'est éducation patiente là pour faire traiter partenaire sexuel liant en même temps que lui-même. Et puis, mandel pour gagner un rapport protégé et puis pour lui gagner une bonne hygiène de vie. Merci, Marie-Edgar. Yeah. Autre recommandation? Autre recommandation? Si pas de l'autre recommandation, je vais faire un petit résumé de recommandations. Premièrement, c'est faire un test KOH. Il y en a une dernière. Il faut questionner les pratiques sexuelles de la patiente, pas seulement le nombre de partenaires. C'est presque la même. Merci. OK, en termes de recommandations, c'est faire un test de KOH pour la patiente. Ensuite, traitement pour le ou les partenaires sexuels, traitement au métronidazole, c'est plus pour le clinicien. Ensuite, bonne hygiène de vie, conseiller à la patiente d'avoir une bonne hygiène de vie. Madame Caroline, est-ce que vous pensez que les recommandations ça vous êtes capable d'appliquer au côté là? Micro fermé, Caroline. HJ, micro fermé.
OK. OK. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, ça va. D'accord. Je vous remercie déjà pour les recommandations et bonne entreprise. Donc, je vais faire l'application pour les parties me concernant, mais pour celles concernant le clinicien, je crois que je vais le voir sur cet effet. D'accord? D'accord. Merci. Nous avons demandé pour que nous puissions ouvrir le micro nous et nous avons applaudi chaudement Kéaline pour la présentation que l'ité fait jeudi. Merci beaucoup. Et sans perdre de temps, on va passer directement à la présentation didactique d'aujourd'hui avec Dr. Lucien. Oui, je vais partager mon écran. Si vous avez besoin d'aide. Docteur, vous pouvez partager votre écran pendant ce temps que vous vous préparez. Ça va, vous voyez l'écran? Oui, ça va, merci. Mais il y a une dernière recommandation qui a été faite. Donc, permettez-moi pendant quelques secondes de lire la recommandation qui a été faite brièvement. C'est par M. Brunel. Il a dit qu'en présence d'un cas pareil, le médecin doit penser à éliminer les autres IST, dont le VIH. Merci, M. Brunel. Merci, docteur. Vous pouvez commencer avec votre présentation. Merci. En fait, ma présentation porte sur la résistance antimicrobienne et la pochonnelle. Mais avant, il y a juste un petit point sur lequel je vais faire une recommandation. J'ai voulu la faire quand même. Et en fait, je crois que c'est un petit peu important, justement, dans la manière de présenter. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la flore vaginale. En fait, il est toujours intéressant, des fois, il y a ce qu'on appelle le score de Nugent pour la flore vaginale. En fait, on peut décrire les bactéries que l'on observe, en fait, en fonction, par exemple, est-ce qu'on a des bacilles gram positifs, le nombre de bacilles gram positifs que là, et on a un score. Également, est-ce que vous avez des grammes positifs, négatifs variables, ou encore est-ce que vous avez des bacilles incurvées. En fait, maintenant, donc pour ces éléments-là, on a plusieurs catégories, et à partir de ces catégories, on peut faire le score. Si vous avez un score qui est compris entre 0 et 3, c'est la flore normale. Tandis que le score en compris entre 4 et 6, vous avez déjà un débalancement de la flore, c'est une flore intermédiaire, tandis qu'il doit commencer à faire penser à une éventuelle vaginose bactérienne. Il y a un score supérieur entre 7 et 10, ça c'est la vaginose bactérienne. Donc je pense que là, si on présente les scores de cette façon, c'est intéressant puisque c'est un élément qui permet justement de penser à la vaginose bactérienne. Et il y a un autre point sur lequel j'aimerais insister également sur cette histoire de flore. En fait, c'est que la flore des blancs n'est pas précisément la même que celle des noirs. En fait, là, vous voyez, en fait, on a pu identifier plusieurs groupes. En fait, là, par exemple, dans le groupe 1, vous avez du Lactobacillus crispatus, groupe 2, Lactobacillus gasseri, groupe 3, Lactobacillus iners, groupe 4, une diversité de groupes, donc pas tellement de Lactobacillus. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare les différentes ethnies, eh bien, vous voyez que chez les Noirs, vous avez beaucoup de groupe 4, près de 40%, tandis que chez les Blancs, vous n'avez pas tellement de groupe 4, qui est à peine 10%. Et le groupe 4, en fait, je vous appelle, c'est une diversité, une diversité de la flore. Donc, cela veut nous dire quoi? Que lorsque vous avez ce genre de situation et vous n'avez pas énormément de lactobacillus, ce sont des situations qui peuvent exposer à des vaginoses bactériennes avec des risques de récidive, de récurrence.
Donc, ils peuvent donner les tableaux qu'a présenté Caroline tout à l'heure. Vous avez des phénomènes de récurrence qui peuvent être soit une infection avec un partenaire sexuel qui n'est pas traité, ou encore des histoires de biofilms, ou encore la résistance antimicrobienne, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est un point sur lequel j'avais voulu faire. Maintenant, on va passer vraiment au sujet de sur le sujet de la présentation d'aujourd'hui, qui est en fait l'approche FONES et la résistance antimicrobienne. En fait, il faut comprendre que lorsqu'on parle de résistance antimicrobienne, cela devient un problème très, très, très sérieux à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, des prévisions montrent que d'ici 2050, ce n'est pas si loin, c'est dans moins de 30 ans, eh bien qu'il faudra attendre près de 10 millions de morts suite à la résistance antimicrobienne. 10 millions de morts, c'est plus que le nombre de cas de morts par cancer, c'est plus que le nombre de morts par choléra, 100 000 à 200 000. Ce sera encore plus que le nombre de morts par diabète, qui est de 1,5 million. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans environ 30 ans, les patients que nous allons perdre, eh bien, nous allons les perdre non pas parce qu'ils sont diabétiques, non pas parce qu'ils sont atteints de cancer, non pas parce qu'ils font des excès de vitesse avec des accidents de la route, eh bien, nous allons les perdre parce que tout simplement, il y a une résistance antimicrobienne qui s'est installée. Donc, la résistance antimicrobienne, c'est vraiment le défi face auquel nous allons nous retrouver très bientôt. Maintenant, il faut comprendre que ce défi-là est d'autant plus inquiétant puisque, en fait, il n'y a pas beaucoup d'investissements dans le monde pharmaceutique pour le développement de médicaments antimicrobiens. En fait, vous voyez là, ça fait quand même moins de 5% des investissements au niveau du monde pharmaceutique qui a eu lieu pour la recherche dans le cadre des antimicrobiens. Donc, cela veut dire quoi? Que les antimicrobiens qui sont à notre disposition, nous devons chercher autant que possible à les utiliser de manière astucieuse, correcte, judicieuse. Chercher à les utiliser de manière judicieuse, mais c'est là un petit peu que les choses deviennent compliquées. Parce qu'en fait, justement, il y a une utilisation abusive d'antimicrobiens. Et cette utilisation abusive d'antimicrobiens, ce n'est pas seulement en Haïti, ce n'est pas seulement dans les pays en voie de développement, même dans les pays développés, vous avez cette utilisation abusive. Ici, on vous donne sur 40 millions de patients. Eh bien, vous voyez aux États-Unis, sur 40 millions de patients, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Il y a 27 millions de patients qui avaient auxquels on avait administré des antibiotiques alors que ce n'était pas nécessaire. Donc là, nous parlons des États-Unis, un pays où le personnel est très, très bien formé, un pays au sein duquel, en fait, la capacité d'avoir recours à des examens de laboratoire pour poser un diagnostic existe. Bien, malgré tout, il y a une majorité des patients auxquels on donne des antibiotiques, eh bien, ce n'était pas nécessaire pour eux. Donc, je vous laisse deviner ce qui peut se passer dans les pays en voie de développement. Plus grave, c'est qu'en fait, non seulement des fois on donne à des patients des antibiotiques alors qu'ils n'en ont pas besoin, mais plus grave, on constate que dans certaines études, que 2/3 des antibiotiques qui seraient nécessaires, des fois ne sont pas disponibles. Et s'ils ne sont pas disponibles, eh bien, cela veut nous dire quoi? Eh bien, que, en fait, la prise en charge des patients avec maladie infectieuse devient très, 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 très compliquée. Et également inquiétant, on vous explique que près de 50% des enfants, des nouveau-nés, été traités à des doses suboptimales. Cela veut donc dire que c'était des doses de médicaments qui étaient en dessous de ce qui est recommandé, donc ce qui peut favoriser la résistance antimicrobienne, ce qui favorise également l'échec thérapeutique. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai problème en termes de ce qu'on appelle l'usage des médicaments. Il faut comprendre que, en fait, l'usage des médicaments, là, on vous montre la consommation en antibiotiques au sein de certains pays. Vous voyez qu'au niveau des Amériques, des États-Unis, vous avez une consommation d'antibiotiques qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus massive que ce qui se voit en Afrique ou en Europe. Il faut comprendre que les antibiotiques, ce n'est pas seulement utilisé chez les humains, mais on consomme également des antibiotiques au niveau du monde animal. Là, je vous ai donné un tableau où on vous montre toute une catégorie d'antibiotiques qui peuvent être utilisés chez les animaux. Et vous voyez que parmi ces antibiotiques-là, qu'on utilise chez les animaux, il y en a beaucoup qui sont chez les humains. Vous voyez l'amoxicilline, l'ampicilline, les fluoquinolones, la gentamicine. Tout ça, ce sont des antibiotiques que nous utilisons également chez nous, au niveau des humains, mais également qui peuvent être utilisés chez les animaux.
Et vous voyez également ici qu'en fait, il faut comprendre également que les plantes aussi peuvent avoir des maladies infectieuses. Et lorsqu'elles ont des maladies infectieuses, on peut également utiliser des antibiotiques chez les plantes. Là, je vous ai donné certains antibiotiques qui sont utilisés chez les plantes aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on constate? En fait, la majorité des papiers vous montrent quoi? En fait, qu'actuellement, il y a non seulement, de même que vous avez expliqué tout à l'heure, qu'il y avait une consommation massive, excessive, exagérée d'antibiotiques chez les humains, mais même également dans le monde agriculture, dans le monde agricole, il y a également beaucoup de publications montrent en fait qu'il y a une utilisation massive, exagérée d'antibiotiques dans le monde agricole. Il faut comprendre également qu'en fait, si vous n'avez pas non plus accès à l'eau potable, eh bien, vous allez faire des maladies bactériennes. Et si vous faites des maladies infectieuses, des maladies gastro-entérites, on va vous donner des antibiotiques. Donc, il faut comprendre que si vous permettez l'accès à une eau potable et également des meilleures conditions d'hygiène et de sanitation, cela va réduire la consommation d'antibiotiques et donc le risque de résistance antimicrobienne. Donc, tout cela pour vous expliquer, dans ce que nous avons vu ensemble que chez les animaux, on utilise des antibiotiques, chez les humains, on utilise des antibiotiques, chez les plantes, on utilise des antibiotiques. Il y a ce qu'on appelle le concept One Health, une seule santé. Eh bien, c'est ce qui vous dit en fait qu'il faut considérer l'homme dans sa globalité. Donc, il faut considérer l'homme, les animaux et l'environnement. En fait, que tout est connecté. Et en fait, puisque tout est connecté, à partir du moment que vous protégez l'un, eh bien, vous protégez les autres. De même que si l'un est malade, eh bien, tout le monde est malade. Là, on vous montre toujours, en fait, là, la consommation non-health. On vous montre que là, vous avez des vaches qui sont près d'une plantation, d'un champ de laitue. Ces vaches sont contaminées avec des Escherichia coli. Elles vont contaminer les légumes et la personne va manger ces légumes qui sont contaminés. Donc, la personne sera à son tour malade. Il faut comprendre qu'actuellement, avec les grandes possibilités technologiques qui abolissent les distances, et bien également, les distances sont abolies pour les micro-organismes, de même que pour la résistance antimicrobienne. Donc, vous avez des flux possibles, très, très importants, de migration, de germes résistants d'un pays à un autre, et même des fois d'un continent vers un autre continent. Toujours, ça, c'est un peu le même concept que nous avions vu, que tout est connecté, l'homme, l'environnement et les animaux. Donc, l'homme peut contaminer l'homme, mais l'homme peut contaminer également les animaux, de même que les animaux peuvent contaminer l'homme. Et également, à partir de l'environnement, l'homme et les animaux peuvent être contaminés à partir de l'environnement, de même que l'environnement peut servir de lien de passage pour une contamination entre l'homme et les animaux. Alors, ce qui est intéressant, il faut comprendre qu'actuellement, qu'est-ce qu'on a constaté? Plus de 70% des maladies émergentes et réémergentes sont en fait des maladies zoonotiques, donc qui sont transmises par les animaux. Nous avons vu, donc, là, on vous montre des exemples particuliers, par exemple l'Ebola, le chikungunya, etc. Et plus près de nous, avec le COVID. Donc, ce qui est intéressant à comprendre avec cette histoire-là, c'est qu'en fait, si vous ne contrôlez pas ce qui se passe au niveau des animaux, eh bien, il faudra s'attendre à avoir un certain nombre d'infections qui viendront vous trouver demain. Et en fait, tout à l'heure, je vous parlais du COVID. Donc, la COVID, c'est une maladie virale, mais en fait, c'est une maladie virale, mais pour laquelle, comme vous le savez, il y a énormément d'antibiotiques qui sont utilisés, trop même. Et à cause justement de cette consommation excessive d'antibiotiques qui a lieu à travers le monde, concernant la lutte contre le COVID-19, eh bien, il y a une grande crainte actuellement, c'est la crainte de la résistance antimicrobienne qui peut être favorisée par le COVID-19 justement. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai expliqué, on poursuit l'approche One Health, donc une seule santé, homme, humain, animal. Donc, dans l'application de l'approche One Health, qu'est-ce qu'on vise? On vise le renforcement des capacités des actions publiques au niveau des secteurs humains, animal et environnemental, c'est important. Il faut également comprendre et adresser les défis qui menacent la santé. Quels sont les défis pour les adresser de manière correcte? Il faut les comprendre. Et ce que la population veut, eh bien, ce sont des actions efficaces. Eh bien, il faut optimiser l'efficacité des systèmes de santé publique, rendre la santé publique beaucoup plus performante. Et également, puisque nous parlons d'une seule santé, homme, humain, animal, homme et animal, environnement, eh bien, il faut créer des mécanismes de coordination et de collaboration entre ces différentes parties prenantes. En pratique, qu'est-ce que cela veut dire?
En pratique, ce que cela veut dire, puisqu'en fait, on parle d'une santé homme, humain et environnement, il faut donc que tout le monde sache ce qui se passe dans les autres secteurs. Donc, il faut organiser des rencontres entre ces différentes entités, les hommes, et les gens qui s'occupent du secteur humain, ceux qui s'occupent du secteur animal, ceux qui s'occupent du secteur environnemental, sous un leadership national, c'est important, le leadership national, on met tout le monde autour de la table, les ONG, les associations pharmaceutiques, les leaders communautaires, les organisations internationales. Donc, on met tout le monde sur la table et on réfléchit ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire. Et il faut également analyser les forces et faiblesses au niveau des différents secteurs. Le ministère, au niveau de la santé publique, il y a un certain nombre d'atouts que nous avons. Les atouts que nous avons ne sont pas forcément peut-être les mêmes que ceux du ministère de l'Agriculture. Eh bien, on peut voir quels sont les atouts et comment est-ce qu'on peut essayer de mettre tout cela en synergie. Qu'est-ce qu'il faut renforcer dans un secteur et par rapport à l'autre. Il faut également répertorier les ressources humaines qui sont formés sur ces thématiques-là au niveau de chacun de ces secteurs. C'est important. Il faut également répertorier les infrastructures parce que nous parlons de résistance antimicrobienne. Eh bien, pour faire la résistance antimicrobienne, vous devez avoir la capacité de faire la culture et l'antibiogramme. Donc, il faut qu'il y ait des laboratoires au niveau du secteur humain capables de faire la culture et l'antibiogramme. Il faut également qu'au niveau du secteur vétérinaire, qu'ils aient également des laboratoires capables de faire la culture et l'antibiogramme. Donc, il faut donc un comité multisectoriel qui soit chargé de l'implémentation de ces actions, puisque comme je dis, ce sont des actions qui doivent être menées de concert entre ces différents secteurs, et également que ce comité soit chargé du suivi des actions. Et en fait, il ne suffit pas seulement d'avoir un comité, ce comité doit avoir un budget. Lorsqu'il n'y a pas de budget, eh bien, on ne peut pas financer des activités. Il faut réviser le curriculum de formation, parce qu'en fait, la résistance antimicrobienne, comme j'ai expliqué, cela devient une préoccupation pour tout le monde. Donc, il faut que les médecins soient au courant de cela, les infirmières soient au courant de cela. Il faut que dans le secteur agricole, on soit au courant de cela. Dans le secteur vétérinaire, on soit au courant de cela. Donc, il faut vraiment réviser le curriculum de formation et inclure les thématiques de la résistance antimicrobienne dans le cadre de la formation des futurs prestataires. Il faut renforcer la collaboration entre les différents secteurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour le partage des données. Quand c'est important qu'il y ait un partage des données, que chacun ne reste pas dans son petit coin avec ses données soigneusement cachées. Non, mais il faut partager des données afin que les données soient connues et qu'on puisse optimiser les prises de décision. Optimiser les prises de décision à travers des plans conjoints de suivi et d'évaluation. L'approche ONF et la question de l'utilisation et ONF en Haïti, il y a un certain nombre de défis qui se posent à nous. Parmi les défis qui se posent à nous, l'un des défis qui se posent à nous, c'est par exemple l'utilisation massive des antibiotiques. Là, je vous montre une enquête que nous avions menée, que le laboratoire national avait menée de concert avec l'OPS-OMS, dans laquelle on a pu constater au niveau des institutions hospitalières qu'il y avait une consommation massive des antibiotiques de 90 à près de 60% des patients qui étaient hospitalisés recevaient des antibiotiques. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que cette antibiothérapie était administrée dans 12%, dans plus de 90% des cas de manière empirique. Donc, on donne des antibiotiques sans pour autant savoir à quel germe on a affaire. Donc, vous comprenez que ce sont des situations hautement dangereuses qui peuvent ainsi favoriser la survenue de la résistance antimicrobienne. Un autre souci, bien évidemment, c'est la question des... Excusez-moi. Un autre souci, évidemment, c'est la question de la qualité des médicaments et des antibiotiques d'une manière générale. Question de la qualité des médicaments, on le sait, tout le monde le sait, il y a des médicaments qui sont vendus dans les rues. Et à côté, je vous ai mis un tableau qui est tiré d'une étude qui avait été menée par des confrères au niveau de l'OPS-OMS et des collègues. Et on constate, en fait, on a pris des antibiotiques qui sont vendus dans les rues pour voir est-ce que, en fait, il y avait les molécules actives que ces antibiotiques prétendaient. Et des fois, on avait un bon match, des fois, on vous fait match. Vous voyez que dans certains antibiotiques, par exemple, pour l'augmentin, le match était mauvais à 100%. Donc, ça veut dire que vous achetez de l'augmentin dans la rue, vous croyez sincèrement que c'est de l'augmentin. En fait, ce n'est pas de l'augmentin, de même que la tétracycline, etc. Donc, ça, ce sont des inquiétudes au niveau local. Une autre question, c'est la question de la couverture vaccinale. Et ça, je vous ai présenté un tableau de l'EMUS
et le dernier Lemus. Et vous voyez que dans certaines régions, par exemple, même au niveau de la région métropolitaine, il n'y a que 39% des enfants à avoir reçu tous les vaccins qu'ils auraient dû recevoir de 12 à 23 mois. Donc, cela veut donc dire qu'il y a près de 60% des enfants qui n'ont pas reçu l'ensemble de leurs vaccins. Donc, près de 60% des enfants au niveau de l'aire métropolitaine qui sont donc exposés à des maladies infectieuses, qui feront des maladies infectieuses, pour lesquelles on sera obligé d'administrer des antibiotiques, donc autant de situations qui peuvent favoriser encore l'émergence de la résistance antimicrobienne, malheureusement. En fait, il y a une autre question également, la question de l'hygiène. Tout à l'heure, nous en parlions. Ça, c'est une enquête encore de l'OMS, en fait, au niveau des services de santé, où vous voyez qu'en fait, l'hygiène des mains ne se fait que de manière basique que dans 43% des institutions de santé. Donc, dans près de 60% des institutions de santé, l'hygiène des mains, malheureusement, ne peut pas se faire de manière correcte. Alors, nous savons tous le rôle de l'hygiène des mains dans le cadre de la prévention et du contrôle des infections. Puisqu'on ne fait pas d'hygiène des mains dans 60% des cas. Donc, les patients qui sont au niveau des institutions sont donc énormément à risque d'infection nosocomiale. Donc, des patients qui vont nécessiter à la longue des antibiotiques, etc. De même que vous voyez qu'en fait, donc ça, c'est ça. Okay. Ensuite, la question de la qualité de nos aliments, les aliments que nous mangeons. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe au niveau qui contrôle la qualité de nos aliments, des aliments que nous consommons? Comment est-ce qu'on peut chercher à améliorer la qualité des aliments qui sont vendus dans nos marchés ou que nous importons tout cela? Donc, quels sont les mécanismes de contrôle qui existent et comment est-ce qu'on peut arriver à renforcer ces mécanismes de contrôle? La question de la gestion des déchets. Ces images-là, en fait, des déchets qui débordent dans les rues, malheureusement, c'est devenu une réalité courante à travers l'ensemble des rues de la capitale et dans pas mal de rues de province. Le problème, c'est que lorsque vous avez des déchets qui s'accumulent comme ça, donc la population est à risque de maladies infectieuses, donc encore de nécessité d'arriver au cours à des antibiotiques, etc. La question de la pauvreté, il y a un cercle vicieux qui s'établit entre résistance antimicrobienne et pauvreté, parce qu'en fait, vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas avoir recours à des examens de laboratoire corrects pour procéder à l'identification des pathogènes, vous ne pouvez pas acheter de bons médicaments, donc vous consommez ce que vous trouvez et vous restez malade, et puisque vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller travailler, cela aggrave votre pauvreté, etc. Donc, c'est un véritable cercle vicieux qui se crée. En fait, là, nous avons expliqué un certain nombre de problèmes qu'il y a, mais quand même, il faut noter que le ministère et le pays n'est pas resté inactif. Il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises au niveau du ministère de la Santé publique, en particulier au niveau du laboratoire national, qui a été le fer de lance contre la résistance antimicrobienne, avec des collaborations, en particulier de CDC et de l'OPS-OMS, mais aussi d'autres acteurs didactiques, en particulier le ministère de l'Agriculture et autres. Et dans ce cadre-là, l'un des objectifs a été, et l'une des actions que nous avons entreprises, ça a été, excusez-moi, de faire la grande sensibilisation qui s'est faite dans différentes institutions hospitalières du pays, et sensibilisation qui se poursuit, et sensibilisation qui est faite soit en direct, en présentiel, soit en distanciel, avec les contraintes que vous connaissez en termes de sécurité. Mais en fait, la dynamique de la sensibilisation est enclenchée. S'il faut sensibiliser les gens, c'est important, mais nous le savons, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, toujours dans le cadre de ce que nous avons vu tout à l'heure, il y a un problème vraiment de la prise en charge dans l'utilisation des antibiotiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons également cherché à lancer une nouvelle dynamique pour essayer de contrôler la prise en charge des antibiotiques. Là, c'est un draft qui a été élaboré par une institution avec laquelle nous avons eu des rapports, particulièrement, je pense à l'hôpital de la Paix, au niveau du service de médecine interne. Ça, c'est un draft et de protocoles qu'ils essayaient de mettre sur pied, des protocoles dans leur service de médecine interne, de mettre sur pied des fiches de surveillance des antibiotiques. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises et qui sont assez intéressantes quand même. On veut quand même arriver à mettre sur pied au niveau des institutions, des comités thérapeutiques et pharmaceutiques. Ce n'est pas encore le cas, mais on veut arriver à mettre ces comités-là et dans lesquels on va intégrer non seulement des médecins, mais également des pharmaciens, de l'administrateur, etc. Ces comités, une minute 30 secondes.
OK, on va essayer rapidement. Ces comités sont en lien avec d'autres comités d'infection nosocomiale. Renforcement des capacités du laboratoire national et renforce les capacités au niveau pour permettre de faire la culture et l'antibiogramme. Et l'OPS-OMS avec le ministère a élaboré des guides de précaution standards pour la prévention contre les infections, c'est important, mais ça ne suffit pas. On peut savoir comment se laver les mains, mais si on n'a pas accès à de l'eau, on n'a pas accès à du savon, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tourner à l'approche fenêtre, mettre tout le monde autour des tables, voir ce qui se passe dans les différents secteurs et essayer d'avancer. Mettre tout le monde au niveau des différents secteurs, vétérinaires, agriculteurs, et médecins, épidémiologistes, techniciens de laboratoire, tout le monde s'engage dans la lutte contre la résistance antimicrobienne. Une seule santé, il faut vraiment une coordination entre tout le monde, la communication, l'échange de l'information et la collaboration afin d'arriver à améliorer la santé des gens, de la population et la lutte contre la résistance antimicrobienne. Il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit, en fait, on vous explique qu'à partir de 2050, chaque 3 secondes, il y a une personne qui va mourir et à cause de la résistance antimicrobienne. Donc, c'est vraiment une question dramatique. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions, remarques et commentaires. Merci beaucoup, Dr. Lucien, pour cette brillante présentation. Et maintenant, c'est au tour des questions. S'il y a des questions, c'est le moment de bien vouloir poser vos questions. Mais je crois qu'il y a une question au niveau du chat, du groupe chat. Affichez pour moi, s'il vous plaît. Docteur Lucien, selon les informations disponibles, le COVID-19 n'est pas d'origine animale et le réservoir est humain. Bon, c'était une... En fait, je remercie le docteur de donner. En fait, pour le COVID-19, là encore, le débat est encore ouvert, le débat n'est pas encore clos d'une manière définitive. Effectivement, à une certaine époque, on avait avancé l'origine animale avec le pangolin. Et ensuite, le pangolin a été plus ou moins innocenté, mais en fait, c'est un débat qui est encore ouvert pour le COVID-19. Et l'origine, ce n'est pas un débat qui est précisément clos, d'une part. Et d'autre part, dans certaines régions, dans certaines contrées, et par exemple au Danemark, etc., on a vu qu'il y avait des animaux qui étaient contaminés avec le COVID-19. Et l'une des mesures qui avait été prise au niveau de ces régions-là, ça a été justement d'abattre ces animaux-là, par exemple au niveau du Danemark, pour justement éviter les risques de transmission et des animaux vers les humains. Mais c'est un débat qui est vraiment ouvert, ce n'est pas un débat qui est clos, l'origine du COVID-19. C'est un grand débat qui est ouvert. Merci. Docteur Lucien, comment peut-on combattre ce phénomène? Une autre question au niveau du groupe chat. Comment peut-on combattre ce phénomène? Merci. En fait, combattre la résistance antimicrobienne, comme vous avez dit, il faut vraiment une participation, une approche honnête, avec la collaboration de tout le monde, secteur animal, humain, vétérinaire. Au niveau du milieu humain, il faut vraiment éduquer les gens, éduquer le personnel médical sur les risques de la résistance antimicrobienne. On ne donne pas des antibiotiques à tout bout de champ. Ce n'est pas parce qu'un malade a de la grippe qu'on doit lui donner des antibiotiques. C'est important. Donc, il faut vraiment éduquer. Il faut les éduquer sur la durée du traitement, l'optimisation de la durée du traitement, des traitements qui sont trop longs, ce n'est pas forcément intéressant. Il faut éduquer également les patients qui sachent que, en fait, les dangers qu'il y a, par exemple, à acheter des médicaments dans la rue, ça, c'est un véritable problème. Il faut également renforcer la capacité des gens et la capacité des laboratoires, des institutions à faire la culture et l'antibiogramme afin que les médecins puissent savoir à quel genre ils ont affaire. En fait, là, le laboratoire national est en train de faire des efforts gigantesques avec l'aide de ses partenaires, en particulier l'OPS-OMS, afin justement d'arriver à renforcer ces laboratoires-là. Une fois qu'on a ces laboratoires sont renforcés, on peut faire la surveillance et sur la base de cette surveillance, on peut aboutir à des guides thérapeutiques qui soient basés sur des données factuelles. Donc, tout cela, ce sont des éléments qui peuvent être mobilisés au niveau du secteur humain, mais il faut vraiment une approche globale, voir également ce que font nos amis du secteur vétérinaire, voir ce qu'ils font également nos amis du milieu environnemental. Vous expliquez la question des déchets, c'est dramatique. Donc, vous avez des déchets un peu partout dans les rues. Eh bien, à ce moment, vous devez vous attendre à avoir des infections. Et bien, également, non seulement des infections, également, vous devez vous attendre à ce que la résistance antimicrobienne se développe. Donc, le simple fait de ramasser des détritus dans les rues, c'est justement un moyen de combattre la résistance antimicrobienne. OK, merci. Avant de prendre l'autre question au niveau du groupe chat, je vais prendre Wilson Prévillon qui a levé la main. Oui, bon.
Oui, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, oui, je voulais vous demander, est-ce que vous avez mené des études ou bien vous avez des données disponibles concernant la résistance antibactérienne due à l'automédication versus celle due aux antibiotiques qui sont réellement prescrits par les médecins, par exemple? Actuellement, et à ma connaissance, il n'y a pas de données disponibles sur ce cas, sur cette thématique-là en Haïti, à savoir pour vous dire, bon, il y a tant % de cas qui sont dus à l'automédication, tant % de cas qui sont dus à des prescriptions erronées au niveau du corps médical. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'automédication qui se fait. Nous en sommes sûrs et certains, d'une part. Ce qui est certain également, au niveau du corps médical, il y a probablement une surconsommation d'antibiotiques. Je le présume parce qu'en fait, et cette surconsommation, ce n'est pas une façon d'accuser le corps médical haïtien, c'est un constat général à travers le monde. Je vous dis au début de la présentation, même aux États-Unis, où ils ont énormément de moyens, il y a une surprescription des antibiotiques. Donc, il est évident qu'en Haïti, vous n'avez pas tous ces moyens-là. Au niveau du milieu hospitalier, vous aurez également cette surconsommation d'antibiotiques. Ce ne serait pas étrange, ce ne serait pas bizarre. Mais effectivement, en fait, comme donc là, comme j'ai dit, ce qu'il faut vraiment au niveau du milieu hospitalier, il faut former les gens sur la durée des traitements, sur l'optimisation de la durée du traitement, sur l'optimisation du choix des antibiotiques. Il faut former les gens. On fait partout à travers le monde. On forme les cliniciens, ce n'est pas un problème, d'une part. Et il faut avoir également des guides et des protocoles thérapeutiques. C'est important. Et troisièmement, il faut également qu'au niveau des institutions, ils aient la possibilité d'avoir accès à la culture et l'antibiogramme. C'est ce à quoi s'attache le laboratoire national à mettre à disposition d'un certain nombre d'institutions la culture et l'antibiogramme, avec l'espoir que justement, à partir de ces données qui est issue de l'antibiogramme, de la culture et de l'antibiogramme, il sera possible d'établir des guides thérapeutiques qui seront basés sur des faits et ainsi que les médecins puissent prescrire à partir de données basées sur la réalité haïtienne. Ça va? Merci beaucoup. Et une autre question au niveau du groupe chat. Que pensez-vous de l'antibioprophylaxie en chirurgie? Y a-t-il là aussi des excès? Merci de cette question. Probablement, il y a également des excès, malheureusement, en termes de l'antibioprophylaxie en chirurgie. Pourquoi? Parce que assez souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, et l'un des problèmes qui se passe, c'est qu'en général, l'antibioprophylaxie n'est pas prescrite de manière optimale. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on vous recommande? C'est de prescrire l'antibiothérapie 1 heure de temps à 2 heures avant l'incision chirurgicale. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans notre milieu? Assez souvent, le patient, il est hospitalisé, il sait qu'il va être opéré aujourd'hui. Dès 7 heures du matin, l'infirmière lui administre l'antibiotique. L'intervention était prévue pour 9 heures. L'intervention n'a pas eu lieu à 9 heures. Et le médecin n'est pas encore venu, il y a un autre cas qui est passé, on dit, bon, on fera ça plus tard, ensuite c'est reporté à demain. Donc, si bien que le patient, en fait, la dose d'antibiothérapie n'a pas été optimale d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait assez souvent? La durée de l'antibiothérapie est poursuivie. On ne fait pas une seule dose d'antibioprophylaxie. Souvent, le patient, soi-disant, il est sous antibioprophylaxie, et on va prolonger cette antibioprophylaxie en vous disant que, en fait, les conditions dans lesquelles les opérations ont lieu et chez nous ne sont pas forcément les mêmes conditions et dans lesquelles les opérations ont lieu dans les pays en voie dans les pays développés. Donc, beaucoup de cliniciens, de chirurgiens préfèrent prolonger la durée d'antibioprophylaxie, ce qui peut conduire et favoriser les risques d'infection. Mais là, c'est un autre débat également que nous allons essayer d'entamer avec nos amis et collègues de la chirurgie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça, il ne faut pas avancer. On prend plus de questions. D'accord. Monsieur Brunel, est-ce que la question pourrait être posée pendant quelques secondes et la réponse sera dans 3 secondes, docteur Mentor? Monsieur Brunel, vous pouvez poser la question, mais ce sera vraiment, vraiment court parce qu'on avance déjà. Ah bon, moi, je regrette. Bon, c'était surtout un commentaire que je voulais faire et pour peut-être ajouter quelque chose à ce qu'a dit docteur Lucien.
il y a vraiment une exagération dans la prescription des antibiotiques et particulièrement dans ma spécialité, c'est surtout dans les cas de grippe qu'on voit qu'il y a beaucoup de prescriptions inutiles d'antibiotiques. Mais cependant, en Haïti, je ne peux pas dire la même chose. Pourquoi je ne peux pas dire la même chose? Parce que la plupart de nos grippes se surinfectent de bactéries. Presque tout le monde qui a grippé a fait une surinfection bactérienne. Pour qui ça? Parce que l'atmosphère de Port-au-Prince, par exemple, que je connais mieux, l'atmosphère Port-au-Prince chargée de poussières infectantes. Et particulièrement, une étude a été faite, malheureusement, je ne vais pas vous donner la référence maintenant, pour montrer que toute l'atmosphère que nous respirons à Port-au-Prince est chargée de matière fécale. Donc, on est obligé de faire vraiment une antibiothérapie presque, je veux dire, préventive même, prophylactique, presque dans tous les cas d'infection des voies respiratoires, d'affection des voies respiratoires. Merci, c'était le commentaire. Merci, Dr. Delaunay, de votre commentaire. Je suis heureux de votre commentaire parce qu'en fait, c'est une occasion justement de mettre l'accent sur la nécessité justement d'avoir une gestion correcte des déchets au niveau de l'environnement parce que justement, le fait que vous n'avez pas cette gestion, qu'on n'a pas forcément cette gestion correcte au niveau des déchets, particulièrement au niveau de l'aire métropolitaine, et bien cela, justement, comme vous le dites, favorise conduire à une situation finalement où on est obligé d'utiliser des antibiotiques et encore qui amène à la résistance antimicrobienne. Donc là encore, on est toujours dans le cadre de l'approche One Health, une seule santé. Merci Dr. Delaunay de votre exemple qui me permet justement de mettre cela en exergue. Merci beaucoup. Merci Dr. Lucien pour cette présentation. Maman de nous pour que nous capables applaudir chaudement Dr. Lucien pour brillante présentation ça que lui fait pour nous aujourd'hui. Ouvrez le micro s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Et nous sommes arrivés dans le thème session aujourd'hui. Et c'était vraiment une très belle session. Côté que nous avons une belle présentation de cas. Une belle présentation de cas et une belle présentation didactique avec Dr. Lucien. Merci Caroline et Dr. Lucien. Prochain rendez-vous, c'est jeudi, 1h. Nous pensons que nous avons gagné beaucoup plus de personnes qui ont connecté ensemble avec nous. Et avant que nous allions, nous avons rappelé nous que si il y a des gens qui ont envoyé des cas cliniques pour que nous soyons capables de faire l'ITO dans la semaine, pour que nous soyons capables de présenter. Et autre chose que nous avons rappelé nous, session enregistrée, si nous allons sur le compte YouTube ECHO, nous avons monté, nous avons joué une session qui passe et nous avons demandé nous pour que nous soyons capables de regarder, partager avec les amis, avec la famille, like, pour que capable gagner plus de monde qui voit vidéo, plus de monde qui apprendre ça que nous-mêmes nous apprendre là pour que yo capable apprendre tout. Avant que nous aller, Amel, m'pa connaître second dernier bagage que on va ajouter. Merci infiniment Katia et sincèrement les mots me manquent pour remercier tous les prestataires qui ont participé à cette session. Et parce que avec 106 connexions, c'est une session qui dépasse déjà plus de 200 personnes. Ça montre clairement comment on a encore l'envie de participer aux sessions, d'apprendre de la part de plus d'un. Mais avant de terminer, je dois encore remercier Mme Caroline et Dr. Mentor. Dr. Mentor, ECHO, c'est pour vous, c'est votre famille, c'est notre famille. Donc, nous vous attendons encore avec beaucoup plus de présentations. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment difficile de citer le nom de tous les prestataires. Bon, déjà, je ne peux pas avec plus de 200 personnes, ce serait vraiment difficile. Mais sincèrement, de tout cœur, je vous dis merci et je suis certain que les prestataires ont pu acquérir de très belles connaissances et on a trouvé des résolutions par rapport au cas qu'a présenté Mme Caroline de HUJ. Donc, c'est ça, ECHO, donc c'est une famille, donc on est venu pour apprendre. Et on apprend au jour le jour. Et les cas présentés, ce sont des cas réels que les prestataires rencontrent dans leur milieu de travail. Donc, sur ce, je dis merci infiniment. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait dire quelques mots, une personne qui participe pour la première fois. Donc, je vois qu'il y a pas mal de collègues de FAO
du ministère de la Santé publique, Dr. Curry, qu'on a l'habitude de lire dans les journaux, donc qui participe à la session. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut placer un petit mot, une personne qui participe pour la première fois, donc je vous donne l'opportunité de placer un petit mot. Et après, on va pouvoir, il y a Dr. Destine Plonquet de FAO. Dr. Destine, c'est pour la première fois que vous participez à la session. Donc, est-ce que vous n'avez pas à nous placer? Oui, merci. Merci. Disons, je vous félicite. Je vous félicite davantage pour cette initiative. Pour moi, je suis Destine Plonquet, consultant en santé et production animale à la FAO. Je suis médecin vétérinaire de formation. Disons, je vous félicite encore. C'est quelque chose qui est important pour nous en Haïti afin de synchroniser les différents secteurs qui participent activement au bien-être de l'être humain. Moi, je pense que c'est extrêmement important pour nous en Haïti. Des fois, on néglige ça. On néglige l'intégration des différentes disciplines. Pour moi, je pense que c'est l'opportunité pour moi d'apprendre beaucoup plus de vous. Et je pense que ça durera beaucoup plus longtemps. Ça durera beaucoup plus longtemps afin d'acquérir des nouvelles connaissances avec. Merci. Merci, Dr. Destines. Il faut dire que ECHO, c'est votre famille, c'est votre communauté. Et si vous avez déjà une présentation à faire à la communauté ECHO, nous vous disons déjà merci. Vous pouvez quand même contacter au niveau du LNSP donc pour pouvoir échanger là-dessus. Donc, merci. Il y a Dr. Zéphirine Nathan, c'est représentant du ministère de la Santé publique. Le Dr. Nathan, je ne sais pas s'il est déjà parti. Il y a Dr. Jonas Rigolon de CDC. Donc, s'il est là, est-ce qu'il n'a pas un petit mot à placer? Dr. Delaunay. Merci. Bon, je dois dire que je suis vraiment content d'avoir participé à cette session. Je félicite le conférencier Dr. Lucien et m'a félicité tout l'autre monde qui était présent, qui était connecté pour étendre ça que tu as dit là, parce que c'est très important pour l'évolution de nos services de laboratoire, tout comme c'est très important pour toute la population. Donc, Madame Kerline, tous les autres groupes qui étaient là, qui étaient participés, présentation 4 est très important. Donc, je dis nous merci encore et m'espérer pouvoir participer la prochaine fois. Merci. Merci, docteur. Donc, ECHO Haïti, c'est une plateforme qui ouvre à tous les prestataires. Donc, c'est chaque jeudi, il y a toujours des présentations, il y a des échanges, il y a des présentations de cas, il y a des présentations didactiques. Si vous voulez bien faire des présentations didactiques, nous restons vraiment ouverts à toutes les présentations. Donc, merci de votre participation et nous comptons déjà sur votre présence durant les prochaines sessions. Donc, Conan, c'est le tout dernier mot. C'est notre confrère de la Côte d'Ivoire, Conan. Bravo, c'est tout ce qu'il y a à dire. Merci. Noah. À la semaine prochaine. Merci. Noah. Je ne sais pas si Noah est déjà parti. Oui, j'y suis, ici. Bravo à tous. Merci d'être venus et d'avoir participé. C'était une très bonne session, je pense. Merci, Noah. Merci. Donc, comme vous savez déjà que ECHO, c'est une famille. Donc, il y a des personnes chez nous en Haïti qui participent des sessions, tout comme il y a des personnes de l'étranger qui participent aux sessions. Merci, Noah. Merci à tous de votre présentation. Merci à tous les sites. Merci à tous les prestataires. Sur ce, je vous dis encore merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci, Caroline. Bye bye. Caroline Aubrin. Au revoir. À la semaine prochaine. Oui. Je vais dire quelques mots parce qu'on a l'habitude de vous lire dans les journaux. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis content d'être parmi vous. Donc, ça a été enrichissant. Donc, j'espère qu'on se verra jeudi à 1h, c'est ça? Oui, à 1h, à la UTN. D'accord, merci.
Docteur Norbouin, on vous attend. Si vous avez, bon, vous avez pas mal de présentations. On a vu quelque part. Donc, on vous attend. Vous pouvez nous contacter, s'il vous plaît. D'accord, pas de problème. Où ça, je peux faire ça? D'accord, merci déjà. Nous comptons sur vous. Donc, où ça que je peux vous contacter? Amel83 commercial yahoo.com. Amel, H-A-M-E-L, ED 83 à commercial yahoo.com. 43 92 08 10. D'accord, 43 92 08 10. 43 92 08 10. Je vous attends, M. Dr. Norbouin. D'accord, pas de problème. Merci. D'accord. 43 92 08 10. 08 10. D'accord, d'accord. Merci de nous pour partager les expériences, les présentations. Merci. D'accord. D'accord. Exactement, c'est ça. Merci, merci. Merci Dumel. Merci Biema. Merci Marie-Edgar. Encore une fois, Dr. Lucien. Et on est encore sous l'espoir. On attend déjà le suivi de la présentation. Il y en a d'autres. Merci, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. À bientôt. Merci. On avait connecté. Merci, merci, merci. Docteur Josiane Buteau, merci. Merci. À la semaine prochaine, Conan. Oui, Dr. Katia, à la semaine prochaine. Très belle session. Oui, oui, merci. La prochaine fois, dites à Jimmy de zoomer sur vous. Il vous a oublié. Ah, il a entendu. Merci. On peut finir.